Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des 3 principales questions que vous me posez en ce moment. Vous le savez, cette chaîne est la vôtre, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez que j'aborde et j'y répondrai au maximum, bien entendu. Parfois on me dit oui, cette chaîne est un petit peu trop pessimiste, etc. Vous nous donnez des mauvaises nouvelles. Pas du tout, je suis optimiste de nature, mais nous devons de dire la réalité économique. On se doit d'être réaliste et bien sûr de répondre à vos interrogations. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. La semaine dernière, c'est vrai que une de vos grandes questions, c'était quid des marchés boursiers? Est-ce que la flambée boursière est normale? Donc cette vidéo a fait un véritable carton, près de 230 000 vues en quelques jours. On a également donc les abonnés qui augmentent, près de 140 000. Merci beaucoup, votre fidélité, c'est formidable. Donc continuez à vous abonner, à faire abonner, à mettre un pouce vers le haut, à liker comme on dit. Et bien sûr, pour les abonnés premium, vous aurez tous les slides que je vais présenter. Donc justement, 3 grandes questions aujourd'hui qui me sont régulièrement posées. Tout d'abord, le Brexit. Quid du Brexit? Quelles sont les conséquences? Quel est le bilan de ce Brexit? Est-ce que ça a été si catastrophique qu'annoncé pour le Royaume-Uni? Et question liée, si le Brexit n'a pas été si grave que cela, quid du Frexit? Est-ce que ça serait peut-être pas la solution? Donc là aussi on va voir, c'est vrai qu'aujourd'hui ce scénario malheureusement ne cesse d'augmenter en probabilité, et donc quelles seraient les conséquences de cela? On va le voir. Et donc troisième question, évidemment, les 3 sont liés, et donc si la France quitte la zone euro évidemment pourrait exploser, et quelles seront là aussi les conséquences? Donc voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. On terminera bien sûr comme d'habitude avec une bonne nouvelle, relative, mais une bonne nouvelle quand même. Et on va commencer donc tout de suite avec ce scénario un peu catastrophe qui est en train de se dessiner sous nos yeux. C'est vrai je n'aurais jamais pensé, je dirais, annoncer de telles nouvelles, mais c'est vrai, aujourd'hui, la zone euro est en danger, elle risque d'exploser. Pourquoi? Il y a 5 grands éléments qui nous permettent d'annoncer cela. D'abord, eh bien, il y a énormément de divergences de politique budgétaire, et notamment à cause de la France. La France dérape complètement sur ses déficits publics, on le verra tout à l'heure sur un graphique qui vient de sortir, que je viens de réaliser, qui est incroyable. On verra ensuite donc on a également des graves dissensions au sein de la zone euro, notamment entre le président de la Bundesbank, de Joachim Nagel, et Christine Lagarde, la présidente évidemment. C'est que la planche à billets nous a coûté très cher, notamment en termes d'inflation. Alors maintenant on a augmenté les taux d'intérêt. Que faut-il faire pour essayer de limiter la récession qui s'installe aujourd'hui dans beaucoup de pays de la zone euro? Donc il y a des grandes tensions qui sont là, donc ça c'est pas de nature évidemment à calmer le jeu. Troisième problème, c'est que effectivement jusqu'à fin 2021, on avait Angela Merkel qui, à chaque fois, calmait le jeu, remettait les pendules à l'heure. Finalement, on s'arrangeait. Aujourd'hui, on n'a plus malheureusement de leader charismatique pour donner le là sur la zone euro, à tel point que nous avons aujourd'hui un sentiment europhobe qui est en train de s'installer dans beaucoup de pays de la zone euro. Donc ça, c'est quand même une question qu'on doit se poser. On a créé la zone euro pour justement être plus fort. Si on devient plus faible, il y a évidemment un problème. Et puis, dernier point, c'est vraiment la mauvaise surprise de ces derniers jours. Le président français, qui justement aurait pu remplacer Angela Merkel, vient de nous dire qu'il comptait peut-être envoyer des troupes en Ukraine, etc. Donc il est très belliqueux. Bon, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, à ce moment-là, il faut prévenir les partenaires européens. Et on se rend compte que ça n'a pas été le cas. Donc ça crée des tensions au sein de la zone euro, au sein de l'Union européenne. Et donc la zone euro est aujourd'hui en danger existentiel. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, une réalité qu'on doit voir en face pour éviter justement le pire. Alors, malheureusement, c'est encore la France qui aujourd'hui se démarque négativement, puisque c'est là où les déficits et la dette publique augmentent le plus. Les chiffres viennent de sortir. Donc, sur le mois de janvier, on a eu le déficit de l'État. Vous savez, uniquement l'État. On a les chiffres mois par mois. Et si vous vous souvenez, en novembre, on avait atteint un record historique. Puis en décembre, bizarrement, le déficit avait fortement baissé. On dit c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? On a la réponse au mois de janvier, puisque au mois de janvier, le déficit justement sur un mois a explosé. Donc ce qu'on devait avoir peut-être en décembre, on l'a pas eu, on l'a mis sur le mois de janvier, donc ce qui a permis d'éviter le record historique de déficit l'année dernière, qui était très élevé évidemment, comme vous le savez, on était à 173 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, mais néanmoins on n'a pas battu le record. Alors mais bon, encore une fois, on va pas chipoter, mais toujours est-il que c'est extrêmement dangereux, et donc on ne peut pas éviter l'inévitable, et donc ce qu'on n'a pas eu au mois de décembre, on l'a maintenant au mois de janvier. Regardez bien ce chiffre, on a fait sur un seul mois de janvier, 25,74 milliards d'euros de déficit uniquement de l'État.
hors compter les collectivités locales, les administrations de sécurité sociale. Donc c'est tout simplement un record historique pour un mois de janvier. Regardez bien, même en 2021, on est 3,9 milliards au-dessus du record, du précédent record de 2021. Donc il y a vraiment un problème qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est particulièrement dangereux. Et d'ailleurs, si on regarde sur 12 mois, on voit que le déficit public avait donc bizarrement, étonnamment baissé donc, en fin décembre, fin d'année dernière, donc au mois de décembre. Là, ça y est, ça repart à la hausse. Quasiment 178 milliards, 180 milliards quasiment de déficit public, uniquement de l'État, encore une fois, donc ça veut dire que ça va grossir. Et si, évidemment, il y a plus de déficit, ça veut dire qu'il y a plus de dettes. Et là aussi, la France se démarque. On attend, bien sûr, les chiffres du 4e trimestre qu'on aura fin du mois de mars. En attendant, on a les chiffres du 3e trimestre, et comme vous le savez, la France est numéro 3 de l'Union européenne en termes de dette publique par rapport au PIB. On a toujours la Grèce qui a donc baissé néanmoins, mais 165% du PIB, 140% en Italie, et ensuite la France a quasiment 112%. Tous les pays qui étaient devant nous précédemment, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, sont maintenant derrière nous. Alors, on me dit, oui, mais c'était pas possible de faire différemment. Si énormément de pays font mieux que nous, même beaucoup mieux que nous, regardez bien, 16 pays de l'Union européenne ont une dette publique inférieure à 75% du PIB. Vous avez tous les pays ici, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ça pour dire que c'est possible évidemment de ne pas déraper sur sa dette publique. Par contre, nous, ça, on ne sait pas faire. Et donc, voilà, nous avons cette dette publique, 111,9% du PIB. Regardez bien, il n'y a que 3 pays maintenant dans l'Union européenne qui ont une dette publique supérieure à 110% de leur PIB. Et nous en faisons partie, nous, effectivement, les Français, et ça, c'est très dangereux. Alors maintenant, je vous ai fait un graphique incroyable, tout à fait inédit, que je crois personne n'a fait d'ailleurs, mais qui, donc, âme sensible, là aussi, je vous préviens un petit peu à l'avance. Restez, mais je vous préviens quand même, c'est un petit peu dur à supporter. Voilà aujourd'hui l'état de l'augmentation du ratio dette publique sur PIB depuis 2019, parce que c'est vrai qu'on a eu le coronavirus, après, bon, etc., donc on peut dire c'était un petit peu artificiel, ok. Alors voyons maintenant depuis 2019. Attention, ça va vous choquer. Où est-ce que la dette publique a le plus baissé, où est-ce qu'elle a le plus augmenté par rapport au PIB? Parce que c'est ça le but aussi. La dette publique, si elle augmente et que le PIB augmente plus que la dette, pourquoi pas? Mais regardez bien ce ratio, donc dette publique sur PIB, ça va vous surprendre. Mais on y va. Allez, là où ça a effectivement baissé, regardez bien, c'est en Grèce où ça a le plus baissé, 21,8 points, donc finalement de moins. Donc où cette dette publique, ce ratio a baissé. Donc les Grecs ont fait des efforts énormes. C'est vrai qu'ils partaient de très haut, mais ils ont fait des efforts. On a ensuite Chypre, l'Irlande, Portugal, Croatie, etc. Après, il y a les pays qui augmentent. Vous voyez, bon, de 3 points, bon, ça va, l'Allemagne par exemple. Et puis ensuite, d'ailleurs, j'ai mis Germanie. Bien, c'est bizarre. C'est évidemment l'Allemagne, comme vous le savez. Et ensuite, on a les pays où la dette publique augmente de plus en plus. Et c'est ça qui est incroyable. Quel est le pays de la zone euro où la dette publique augmente le plus? Regardez bien, c'est la France, avec une dette publique qui augmente de 13,1 points de PIB. Vous voyez bien, on est devant l'Estonie, la Slovaquie, la Finlande, l'Espagne, etc. C'est en France que la dette publique a le plus augmenté. Nous sommes donc numéro 3 des dettes publiques par rapport au PIB de l'Union européenne, et même de la zone euro, et dans la zone euro, nous sommes le pays où ça a le plus augmenté. Donc il y a vraiment un problème structurel qui est en train de s'implanter. Mais à la rigueur, si on avait une croissance forte, on pourrait dire au diable l'avarice. Et regardez bien, là aussi un graphique très triste malheureusement, parce que vous allez voir les pays de la zone euro avec l'augmentation du PIB en volume, ça veut dire hors inflation, donc le PIB réel comme on l'appelle, depuis 2019. Donc vous avez bien compris, le pays où la dette publique par rapport au PIB augmente le plus, c'est la France, et là où le PIB augmente le moins, alors heureusement c'est pas la France, mais regardez bien, on est dans le peloton de queue, il y a l'Autriche, l'Allemagne, la Finlande et la France. Voilà, donc c'est ça qui colle pas. Notre dette publique augmente énormément, mais le PIB, la richesse qu'on crée en France, n'augmente pas. Vous voyez bien, il y a d'autres pays, alors bien sûr, il y a l'Irlande, Malte, bon, certains pays où ça augmente beaucoup plus que nous, mais regardez, la Belgique, les Pays-Bas et autres. Et donc nous sommes la lanterne, une des lanternes rouges de cette croissance depuis 2019. Donc ça ne colle pas, ça ne peut plus durer. Et c'est ça qui est dangereux, qui crée des tensions au sein de la zone euro et qui pourrait même faire exploser la zone euro. Et d'ailleurs, si vous regardez ce graphique que je vous avais déjà montré il y a quelques semaines, mais comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés, donc je le montre, eh bien, on le voit ici, avec donc cette dette publique
qui flambe. Regardez bien depuis 2019, enfin depuis début 2020, on va dire, 713 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique, alors que le PIB en valeur augmentée de l'inflation n'a augmenté que de 325 milliards d'euros. Donc voilà le problème, c'est qu'on a cette dette qui flambe et le PIB qui ne suit pas. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est dangereux. Il y a quasiment 400 milliards d'euros qui ont disparu, on ne sait pas trop où ils sont. Et ça ne peut plus durer, sachant que ça crée encore une fois des tensions au sein de la zone euro. Et donc en plus, on n'a donc pas de croissance et justement aujourd'hui viennent de sortir les chiffres de la production industrielle française, une forte baisse d'1% donc sur le mois de janvier. Et regardez bien, je vous ai mis l'indicateur, vous savez, de la production industrielle, parce qu'on me dit souvent oui, ça y est, ça réindustrialise en France. Que nenni, j'ai envie de dire. Enfin, ils sont en sérieux. Voilà le niveau de la production industrielle aujourd'hui. Nous parlons au mois de janvier 2024. Eh bien, regardez bien, par rapport à janvier 2008, c'est une baisse de 13,5%. Donc voilà la production industrielle qui avait bien augmenté dans les années 90, début 2000, et après, hop, ça s'est effondré. Et donc là, regardez bien, le niveau que nous avons aujourd'hui, évidemment, on ne parle pas de 2020, c'était particulier, c'était le corona, donc tout était fermé. On est sur un niveau similaire à ce qu'on avait en 1997. C'est-à-dire que le niveau de la production industrielle aujourd'hui est à peu près équivalent à celui qu'on avait mi-1997. Vous voyez l'ampleur des dégâts. Donc ça, c'est particulièrement dangereux. Et c'est en cela qu'évidemment, quand on me dit oui, bah, la France pourrait faire le Frexit, etc., regardez, en Angleterre, ça n'a pas trop coûté. Attention, parce qu'on n'a pas la même force, justement, que les Anglais. Et regardez bien, justement, ce qui se passe au Royaume-Uni depuis 2000. Donc là, on voit l'augmentation, la variation du PIB réel, donc hors inflation. Donc depuis 2000, alors il y a eu des débats. Donc le Royaume-Uni, c'est la courbe rouge. Bien sûr, il y a eu le crack, on va dire, ou du moins le coronavirus qui a stoppé l'économie. Mais au total, 41,2% d'augmentation du PIB au Royaume-Uni. 31,9% dans la zone euro, 31,8% en France. Donc 10 points d'écart depuis 2000, donc c'est assez énorme. On voit que donc, l'économie britannique est quand même, malheureusement pour nous, plus armée en termes d'activité économique. Et si on regarde donc, depuis le Brexit, depuis le référendum du Brexit donc en 2016, voilà l'évolution du PIB. Alors bien sûr, encore une fois, le coronavirus. Donc là où le PIB augmente le plus depuis 2016, c'est dans la zone euro, 10,3%. Et ensuite, le Royaume-Uni, pareil que la France, plus 8,2%. Donc vous voyez bien que pour la réponse à la question, est-ce que le Brexit a été catastrophique pour le Royaume-Uni? Non, je l'ai dit depuis le début, parce que justement les Anglais, ils ont dévalué un petit peu la livre sterling, ils avaient d'autres marchés, notamment avec les États-Unis, avec le Commonwealth, etc. Et ils se sont retroussés les manches, ils sont en train de redémarrer. C'est ça qui est assez incroyable. Et donc, c'est même ce qui est dangereux par rapport à nous. Et si on regarde les perspectives d'activité, donc ils viennent de sortir là aussi l'indicateur des directeurs d'achat composite, donc tout secteur d'activité confondu. Donc au Royaume-Uni, vous voyez, au mois de février, on est sur un niveau de 53. Alors la France a redémarré un petit peu, c'est vrai, au mois de février, il y a eu un petit boom, vu l'ampleur de la récession passée, mais on est toujours sous la barre des 50, donc toujours, nous sommes malheureusement en récession, alors que le Royaume-Uni a retrouvé le chemin d'une croissance forte. Et c'est ça qui est particulièrement douloureux, quand on voit les forces en présence, ce qu'on appelle l'économie structurelle, quelles sont donc les forces structurelles du Royaume-Uni et de la France, malheureusement, ce ne sont pas les mêmes. Un chiffre très simple, vous voyez, en 1995, au Royaume-Uni, la croissance structurelle, ça veut dire qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, c'était 1,2%, alors qu'en France, c'était 2%, donc on était mieux armés que les Anglais, et malheureusement, avec le temps, tout s'en va, comme vous le savez, mais aujourd'hui c'est 2%, donc c'est pas non plus génial, mais c'est quand même 2% de croissance structurelle, alors que chez nous, malheureusement, c'est seulement 0,9%. Si on regarde le PIB par habitant, donc les Anglais étaient 17e mondiaux en 95, nous on était 12e, on était encore mieux que les Anglais. Aujourd'hui, les Anglais, eux aussi, ils ont baissé, ils sont 23e, et nous sommes 25e. Le taux de chômage, là aussi, les Anglais étaient à 8,5 en 95, bon, nous, on était à 10,2, aujourd'hui on est à 7,4, eux, ils sont à 4, chiffre évidemment harmonisé. Et puis surtout, dépenses publiques, les Anglais sont à 44% du PIB, nous on est à 58% du PIB, et bien sûr, dette publique, on vient d'en parler. Les Anglais ont dérapé aussi, vous voyez, la dette publique est montée à plus de 100% du PIB l'année dernière, ce qui était un niveau historique, jamais les Anglais sont passés au-dessus de 100% de dette publique par rapport au PIB, nous on est habitués, j'ai envie de dire, mais regardez bien, on est maintenant donc à 112%, et ça risque malheureusement de se prolonger. Donc là, c'est la question sur le Frexit, parce que si évidemment les Anglais ont pu digérer le Brexit, c'est parce que déjà ils n'étaient
pas, ils ont gardé la même monnaie, le livre sterling, ils n'avaient pas l'euro, comme vous le savez, et donc c'était plus facile à gérer. Nous, s'il y a un Frexit, donc ça veut dire quitter effectivement la zone euro, il faut changer de monnaie. Et là, c'est particulièrement compliqué. Alors, sachant qu'en plus, ça sera de toute façon une décision souveraine. Donc, il faudra faire un référendum ou autre. On ne peut pas forcer un pays à quitter la zone euro. Donc, voilà, je vous donne un petit peu les détails, comment ça se passe si jamais, effectivement, la France veut quitter la zone euro. Donc, il faudra une décision des dirigeants, certainement avec un référendum. Et donc, ensuite, faire agir ce qu'on appelle la clause d'opting out. Ça veut dire, on reste dans l'Union européenne, mais on n'a pas la même monnaie. Le problème, c'est que quand on se souvient, on l'a vécu ensemble, quand on est passé du franc à l'euro, ça a pris 3 ans avant de récupérer les pièces et les monnaies. Donc là, ça risque évidemment de prendre le même temps. Puis quel taux de change, je vous rappelle qu'on avait un euro qui est égal à 6 francs 50 à l'époque, 6 francs 55 exactement. Là, est-ce qu'on aura un euro égal à un franc? Vous imaginez évidemment la perte de pouvoir d'achat. Il va falloir changer tous les systèmes de comptabilité des banques, dans les entreprises, etc. Il y aura là aussi la valse des étiquettes. On a déjà beaucoup d'inflation, donc ça ne va pas améliorer la situation. Donc bon, pourquoi pas, mais il faut savoir évidemment que ça risque d'être particulièrement compliqué parce qu'on va changer de monnaie, donc ce qui est complètement différent du Brexit. Donc ce qu'ont pu faire les Anglais, déjà ils avaient une économie plus forte, ils n'ont pas changé de monnaie, alors que nous, si effectivement on a une économie plus faible et qu'on doit en plus changer de monnaie, ça va être particulièrement compliqué. Et bien sûr, il y aura une telle déflagration qu'on va devoir réinstaurer le contrôle d'échange, c'est-à-dire empêcher les flux de capitaux de sortir, mais donc aussi d'entrer. Alors bien sûr, on me dit oui, mais la Banque de France fera la planche à billets, sauf que on l'a vu, la BCE l'a déjà fait et ça a généré une forte inflation. Donc là aussi, ça va être particulièrement compliqué. Alors bien sûr, on peut annuler les dettes publiques, certes, mais à ce moment-là, les taux d'intérêt vont exploser. Il faudra donc, pour financer notre déficit et notre dette, il faudra avoir des taux d'intérêt extrêmement élevés. Et bien entendu, le grand danger, c'est qu'ensuite, l'État s'amuse à ponctionner dans le patrimoine des Français, à augmenter encore les impôts. Donc ça peut être particulièrement compliqué. D'ailleurs, si on se souvient, le pays qui a failli quitter la zone euro, c'était la Grèce, rappelez-vous, à 2 reprises, en 2010, 2012 et puis également en 2015. Et regardez, les taux d'intérêt de la dette grecque à ce moment-là sont montés à plus de 35% sur le taux d'intérêt à 10 ans, et même on était à 20% quand Tsipras l'a emporté en Grèce. Après, il a fallu que la BCE intervienne et sauve la Grèce et que la Grèce reste dans la zone euro. Donc, vous voyez que c'est extrêmement dangereux. Alors, si également on a cette fin de la zone euro, que se passera-t-il? Donc en attendant que ça arrive, il y aura bien sûr une très forte baisse de l'euro. Donc déjà, on a une récession, là on voit l'écart de croissance États-Unis, zone euro qui est déjà à l'avantage des Américains, 3 points d'écart à l'avantage de l'oncle Sam. Donc on voit que nous sommes déjà sur une croissance et une activité économique extrêmement faible. Donc l'euro résiste bizarrement, mais là évidemment il s'effondrera, il passera sous 1 dollar pour 1 euro, avant même que ça soit, je dirais, effectif et officiel. Donc ça sera particulièrement dangereux. Donc si on fait cette petite conclusion, quid si la zone euro explose, ça peut être un choix politique, bien entendu, mais il faut savoir qu'on aura une crise financière type 2008, mais puissance 20, sachant qu'on a déjà une dette publique qui est bien plus élevée qu'à l'époque, donc flambée des taux d'intérêt, effondrement des marchés boursiers, donc d'autant que nous avons une bulle boursière comme on l'évoquait la semaine dernière, donc une récession évidemment au niveau de la zone euro, au niveau mondial, et là après on aura 2 possibilités, soit effectivement on reprend nos anciennes monnaies, ce qui sera très compliqué comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou alors il y a une autre solution que moi j'avance depuis quelques années, qui serait peut-être de créer 2 zones euro. Une zone euro premium, on va dire, avec les pays qui respectent les règles, et c'est vrai que pour l'instant la France n'y est pas. Et puis une deuxième zone euro, on garderait finalement l'euro, mais un euro plus bas, pour nous permettre justement de rentrer dans la première zone, et à ce moment-là, ça nous permettra justement de faire les efforts qui s'imposent pour avoir une économie sérieuse. Si on doit réduire la dette publique, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, je l'évoquais la semaine dernière, quand on a une dette, des charges d'intérêt de la dette de bientôt 75 milliards d'euros par an, c'est inacceptable, on ne peut pas faire payer ça, parce que donc c'est même pas nos enfants qui payons, qui allaient payer, qui vont payer, c'est nous qui effectivement aujourd'hui devons payer, et ça c'est particulièrement dramatique et ça casse l'activité économique, donc c'est très très dangereux. Donc le jeu que joue aujourd'hui la France, parce que la France met en danger effectivement la zone euro, ça peut évidemment être très coûteux, et parallèlement même quand on me dit regardez les Allemands, ils vont plus mal que nous, oui, certes, mais ça aussi c'est pas bon, parce que justement les Allemands qui ont toujours tout fait pour sauver la zone euro, notamment lors de la crise grecque, n'auraient peut-être pas envie de le faire justement avec une récession qui s'aggrave, donc ce n'est pas également bon signe, donc ça crée quand même des tensions.
Donc ça pour dire que la zone euro est évidemment en danger. Il faut arrêter de dire l'inverse. Oui, on dit non, ça ne pourra jamais exploser. Oui, ça peut exploser. Le Frexit est possible, bien entendu, même s'il aurait causé des dégâts. Alors peut-être après, ça ira mieux 20 ans plus tard, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'à l'instant T, ça sera particulièrement douloureux. Donc moi, je suis plus pour une solution en douceur, avec peut-être 2 zones euro. Et il faudra que la France respecte évidemment les règles. Sinon, évidemment, ça sera une catastrophe. Alors, comment terminer avec une bonne nouvelle, justement, sur la zone euro et la France? Voilà, c'est qu'on a eu les chiffres de l'inflation et ça continue de baisser, comme on l'avait annoncé déjà plusieurs mois. L'inflation donc de la zone euro est tombée à 2,6%, c'est la courbe bleue ici. La France, 3,1% aux normes Eurostat. Mais attention, c'est l'inflation qui baisse, mais les prix continue d'augmenter. Voilà le cas de la France. Donc là, on voit cette inflation française qui, évidemment, a augmenté à plus de 7% aux normes Eurostat. Maintenant, elle est à 3,1, 2,9 si on prend la norme INSEE. Il y a toujours un écart, comme vous le savez. Par contre, les prix, regardez bien, depuis 2021, ont augmenté de 15,3%, malgré le bouclier tarifaire, etc. Si je prends l'alimentation, on est sur une hausse de plus de 22 ou 23%. Donc ça reste évidemment particulièrement élevé. Donc ça pour dire que si l'inflation baisse, si les prix baissent, c'est surtout parce qu'il va y avoir une récession qui est en train de s'installer. Donc ce qu'on va gagner sur la baisse de l'inflation, on va le perdre sur la récession et sur la hausse du chômage. Donc voilà, c'était, je l'avais dit, une bonne nouvelle très relative, mais il en faut une quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive. Donc espérons qu'on va finalement prendre les bonnes mesures pour éviter cette crise cataclysmique qui pourrait se produire. Ce n'est pas mon anticipation, j'espère bien sûr qu'on va l'éviter, on espère tous, mais c'est clair que plus on prend de mauvaises décisions, plus évidemment sa probabilité d'une fin de la zone euro augmente, et ça pourrait avoir des conséquences particulièrement dramatiques pour plusieurs années, voire plusieurs décennies. Voilà, je me dois encore une fois de vous le dire. Merci pour votre fidélité, merci de mettre des pouces vers le haut, de vous abonner, de faire abonner, de vous abonner premium. Donc c'est, je le rappelle, pour les abonnés premium, c'est soit souscription, soit rejoignez-nous. Voilà, ça dépend des configurations de YouTube. Merci encore donc pour votre fidélité, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.